Par exemple, j'ai fait un choix absolument incroyable, dont on me parle souvent, et je l'ai fait comme ça, et je l'ai proposé d'ailleurs à mon metteur en scène qui l'a accepté. Ça, tu vois, c'est formidable. Je ne voulais pas prendre le crâne dans les mains. Pour moi, après ce que je viens de te raconter, c'est impossible de toucher la mort. Et donc, j'avais demandé à Patrice d'avoir une espèce de petit bout de bois et de le titiller comme ça, je veux dire, de le retourner. Pour moi, c'était impossible, sinon, tu touches pas la mort. Enfin, et donc, peut-être que j'étais un des premiers à ne pas avoir le crâne dans la main. Voilà. Mais c'est tout, en fin de compte. C'est ça aussi l'interprétation. C'est ça le plaisir que vous aurez à vous dire ça, c'est pas fait, en fait. Ça, c'est pas fait. Et heureusement, quand on tombe sur des œuvres pareilles, ou avec un metteur en scène comme Chéreau, ou avec un décorateur comme Peluzzi et autres, ça, c'est des rencontres. Hein, tout devient plus simple, plus facile aussi. Je veux dire, quand Patrice m'a proposé le costume, enfin Schmitt, le costumier plus Patrice, avec ce costume dépressif, il était avec moi. Il avait déjà compris qu'à un moment du tout. Bon, j'avais dit à Patrice aussi, tu sais Patrice, si on monte Hamlet, il y a un vrai problème, c'est quand même le fantôme du père. Moi je les ai toujours vus, c'était par une trappe, il descendait du ciel, il arrivait avec son armure, tout ça. Et ça, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, moi, en tant qu'acteur, croire à quelque chose. Faire croire, moi, à croire et à faire croire. Et après, à mentir vrai. Tu vois, et Patrice a eu cette idée du cheval, du cavalier, de la mort, tout ça. Ça y est, c'est tout. Après, tu dis, il est là, c'est possible. Et je te jure, quand tu avais effectivement cette image devant toi, avec ce cheval qui te fonçait dessus, magnifique, et le père mort, tout ça, bon, ça y est, là, ça pouvait aller dans le sens que moi j'avais décidé. Il est fracassé, il est en morceaux, il explose. Comme la scène de Félix, la grande scène de Félix, tu la vois, je l'ai vue des dizaines et des dizaines de fois au cours. Comme toujours, et souvent, les professeurs nous demandent de la jouer comme une scène d'amour, pas comme des amoureux. C'est pas vrai. C'est pas une scène. C'est pas Roméo et Juliette. Et donc, c'est aussi à toi de te dire pourquoi c'est tout le temps, pourquoi ça, il y a des trucs qui ne marchent pas, c'est pas quelque chose qui ne va pas. Et quand tu te plonges vraiment en cherchant, tu te dis, mais c'est un sacrifice. Il sait pertinemment que, mais bien sûr qu'il l'aime, mais elle le trompe. La trahison. Et il lui dit dans la scène, démaquille-toi, enlève le masque que tu portes. Dans la chanson, elle dit qu'elle est plus vierge. Ah, c'est la grande énigme, ça, c'est la grande énigme. Oui, c'est vrai. Alors ça, il y a beaucoup d'exégètes qui se disputent là-dessus. Il y en a qui disent que dans cette chanson, elle a été violée par Polonius. Alors tu vois, il faut le savoir, quoi. C'est vraiment un vers dans la chanson qui déjà, des fois la chanson, des fois la coupe. Et le metteur en scène, il la coupe, donc. Et il semblerait qu'il y ait effectivement une chose étrange. D'ailleurs, n'oublie pas qu'à mettre un moment, la première apparition qu'il dit à Polonius Macron. Ouais. Vous avez eu la chance de travailler avec un metteur en scène qui vous faisait confiance et qui partait dans le même sens que vous. Par exemple, pour le personnage du père, le cheval, etc. Si ça n'avait pas été le cas, vous dites que, bon, si ça avait été, par exemple, quelqu'un qui descendait d'en haut, qui arrivait avec son armure, etc., vous n'auriez pas cru et vous n'auriez pas pu le faire croire. Mais si ça n'avait pas été le cas, ça veut dire que si on vous aurait dit, bah non, ce sera comme ça, il descendra. Comment vous auriez pu... Ouais, c'est ça toute la grande difficulté, la belle difficulté, le beau challenge de l'acteur. Il faut faire avec tout ça, même si... ou alors tu fais comme moi, tu te dis, bah je le fais pas. C'est pas grave. J'attendrai quelqu'un, j'ai attendu 20 ans, je peux peut-être attendre encore 20 ans, super, peut-être, tu sais, là, Jeannette, il n'y a pas d'âge. Il est dit dans un vers très compliqué que 30 lunes, 3 fois 30 lunes, donc il aurait 30 ans. Mais en fait, Jeannette est l'âge du personnage. Qu'il ait 18 ans si c'est un grand comédien, qu'il ait 60 ans si c'est un corps comédien. Moi, je crois qu'il peut le faire. Enfin, mais là où tu poses, c'est un vrai problème, c'est que, bon, alors, il y a déjà ça, ce radicalisme-là, qui dit, bon, je suis pas d'accord, j'y vais pas. Parce que je ne veux pas me retrouver les pieds et poignets.
Et des fois, quand ça t'arrive, ben, des fois, tu y vas, tu te dis, mais non, on va en parler. Ben là, je vais te dire que c'est compliqué. Là. C'est compliqué. Et souvent, on voit au théâtre, tu te dis, pourquoi ça ne marche pas là? Ben, parce que l'acteur est coincé. Faut que ça ne marche pas. Parce que c'est vrai, comment je veux dire que quelque part, le maître d'œuvre, c'est le metteur en scène. Tu acceptes le jeu du metteur en scène. Hein. Tu es, comme disaient toujours les grands metteurs en scène étrangers, européens avec qui j'ai travaillé, tu es un exécutant. Tu exécutes tout. C'est ça. On sait tout faire. Cargill Langhoff, avec qui j'ai travaillé, le prince de Hambourg, me faisait répéter 4 heures en train de pleurer, la même scène. 4 heures en train de rire, 4 heures en train de rire. 4 heures, tu sais, c'est du temps. Sur Prince de Hambourg, qui a priori, tu te dis pourquoi tu pleurer sur cette scène-là, pourquoi il me fait rire après. Et après, le metteur en scène te dit, tu vas voir le metteur en scène, tu lui dis à la fin de la journée, toi tu es épuisé, tu dis, qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce que se fait, qu'est-ce qu'on choisit? Tu sais ce qu'il me disait? Tu sais le faire, ça ne m'intéresse pas. Je serais énervé si j'avais accepté avec, comment te dire, le fantôme avec sa cuirasse qui fait cling, 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 tu sais, avec le... Bah, je sais pas, j'aurais pensé autrement, j'aurais joué autrement, je sais pas, tu vois, il faut toujours... c'est ça c'est vrai, c'est le plus difficile quand tu n'es pas vraiment en accord, ou en incompréhension d'ailleurs, parce que bon, des fois tu ne comprends pas très bien le projet du metteur en scène. Il y en a qui ont du mal à s'exprimer, il y en a qui s'expriment tellement bien qu'ils te paument que tu ne sais plus où tu vas. Hein. Les grands dramaturges, je suis là, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il me raconte là? Tu lui dis, ça se joue comment? Dis-moi tout simplement que ça se joue comment? Tu sais, j'ai souvent quand même remarqué, quand l'acteur quelque part est en accord avec lui-même, avec son travail, tout ça, le metteur en scène quelque part ne va pas t'emmerder. Si tu fais, si tu exécutes bien. Mais il le prend. Pourquoi il ne le prendrait pas? En plus, je dois dire. On répétait rarement, difficilement, très rarement, le 5e acte. Mais il dit, t'inquiète pas, quand on aura les 4 autres, le 5e, il part tout seul. Il vient tout seul. C'était sa méthode. Et c'est vrai que toi, je veux dire, tout était là et il n'y avait plus qu'à... Il a défilé, bien évidemment, qu'il savait ce qu'il faisait. Mais il me répondait ça. Comment vous arriviez à gérer une journée entière avant de jouer le soir? Tu manges, tu dors, tu fais la sieste, tu fais l'italienne, tu vas jouer. Si tu te lèves, tu fais de la synchro, de la radio, une voix, tout ça, et tu veux jouer un net, là je te dis, c'est ma partie. Tout souvent, mes élèves du conservatoire, on ne sait jamais un texte. Je vois la facilité qu'ils ont d'apprendre, mais la facilité d'apprendre une mémoire colossale, formidable. Un truc dont tu le sais, dès que tu le sais, tu n'as pas la scène. Non! Non, tu n'as pas la scène. L'année dernière, j'ai fait un exercice au conservatoire, j'ai eu le malheur de dire à une jeune actrice de 3e année, je t'entends pas, tu phrases mal et tu te tiens mal en scène. 3 petites choses comme ça, ma chérie, il faut bosser parce que, oh putain, je me suis fait insulter. Mais comment, vous me parlez comme une merde, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je ne sais rien faire. J'ai fait, non, je te dis 3 choses qui me semblent que tu rectifies avant de passer ta scène. On m'a quand même dit, l'année dernière au conservatoire, et là je vous mets un peu quand même ce truc, parce que si vous me sortez ça un jour, Stanislavski, en travaillant du Tchekhov, c'est caduc, ça ne nous intéresse plus. Alors là je dis, basta, attention. Pour quelle raison? Ah, un élève dit ça. Oui. Boulot. Pour quelle raison? Pour la raison que bien évidemment, on peut dire que moi je pense que l'enseignement est un peu maintenant un peu à l'envers. Alors je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais qui t'a dit ça? Alors, je ne vous dirai pas qui a dit ça, c'est un grand metteur en scène. Mais parce qu'il avait travaillé en première année sur Brecht. Ils ont fait une année Brecht. Ah, d'accord. Mais je ne vois pas pourquoi en 3e année, il va me dire ça. Quelque part, je préférerais qu'il travaille Brecht en 3e année. Et qu'il commence par effectivement Stanislavski, Meyerhold ou même Mikhail Tchekhov. Et le mec, il me dit, le gamin me dit,
Ah bon, voilà, oui, alors vous êtes pour la psychologie, vous êtes pour savoir le numéro de téléphone du personnage. Là, j'ai fait oui. Parce que j'ai fait, écoute, t'aimes bien De Niro, t'aimes bien Pacino, hein, vous êtes tous en train de baver, rêver sur les grands acteurs américains, les grandes actrices américaines, et eux, ils travaillent sur ça. Lui, il sait le numéro de téléphone, et même il sait même le numéro de téléphone de son psychiatre, du personnage. Et c'est tout. Comment vraiment assumer pleinement ce qu'on a à dire, notre porter avec nous? Et non, parce que moi j'ai l'impression de mettre un peu une distance, et je sais que c'est pas juste du tout. Des fois, on peut porter une distance, si. Des fois, on peut aussi, je veux dire, c'est là où tout l'apport du théâtre brechtien, de Brecht, tout ça, on peut aussi, à un moment, je veux dire, rendre compte, mettre en distance. Hein, non, ça me... Je vois pas l'opposition, hein, je veux dire, on peut, sur certains textes, sur des choses, même si tu les ressens profondément, mais il n'y a peut-être pas non plus à pleurer, toi, je veux dire, il n'y a pas non plus à aller dans cette émotion-là, peut-être qu'il y a à en rendre compte seulement. À le citer. Il faut que la pièce s'appelle Qui rapportera ses paroles. Comment? La pièce s'appelle Qui rapportera ses paroles. Ah, donc l'idée déjà, est vraiment. Déjà le titre. Souvent, dans les grands textes, les titres sont importants. Souvent. On oublie, toi, dire, oh, moi je joue ça. Puis... Non, souvent. Il y a aussi d'autres méthodes. Il faut mélanger plusieurs les méthodes, nos méthodes. Il me semble, je sais pas. On mélangeait, moi aussi, comment? la question que moi je me posais, c'était les différentes techniques par rapport à est-ce que vous abordez un texte classique de la même manière que vous allez aborder un texte contemporain. Je parle techniquement, quoi. Attends, bouge pas. Non, oui, je suis un peu gêné par là. Oui, je vois plus personne. Oui, mais je les vois plus. La notion de technique. Là, c'était les gros, là. Non, c'était les petits. Non, là, tu les vois, là. Vaguement. Non, avec les petits, on parle pas. Non, c'est parce que je suis. Ah, je suis tellement. Voilà. Oui. Bon. Comment te dire je te dirais dans un premier temps, bah non, ma méthode, quelque part, n'importe quel outil, c'est toujours la même. Sauf que je sais que c'est pas, si je m'attaque à Hénin Müller ou à Lars Noren ou à Sarah Kane, ça n'est pas Shakespeare, Corneille. Comment est-ce que vous construiriez le personnage, quoi, entre guillemets? Là, bah écoute, je sais pas bien. Je suis en train de rigoler, que tu vois. C'est sa question. Là, c'est sûr que d'entrée, toi, je suis un peu emmerdé parce que Sartre connaît toute l'image de Sartre, c'est vraiment d'abord le strabisme de Sartre. Déjà d'entrée, je me dis merde, comment je vais faire ça? C'est compliqué, donc on va laisser tomber le personnage historique et je vais rendre compte de l'œuvre de M. Sartre, si ça m'intéresse, si j'ai envie et tout ça. Le faire physiquement, tout ça est ridicule. Jouer, toi, là, on tombe dans le ridicule. Demain, jouer De Gaulle, Staline, tout ça. Mais on peut parler de ce qu'il, même s'il est présent sur le plateau, toi, je veux dire, mais il ne faut pas aller dans ces trucs-là, il ne faut pas aller dans la ressemblance. Comment vous rendriez la... c'est lire son œuvre, c'est dire c'est sa pensée. Je veux dire, bon, voilà, tu rentres dans sa pensée, tu rentres après, tu es toi, actrice, moi, Gérard de Sartre, je rends compte de l'œuvre de monsieur, donc je ne fais pas forcément, comme je te disais tout à l'heure, un travail d'acteur qui va dans la conception de Meyerholdienne ou Stanislavskienne d'incarner. Moi j'ai appris, je suis autodidacte, bon, je vais parler un peu de moi. J'ai commencé le théâtre à 17 ans, je me suis lancé dans cette chose, j'avais aucune chance de faire ce métier à l'époque, puisque on est dans les années 60, on était encore dans la grande tradition théâtrale de la comédie française, de la petite bourgeoisie française qui envoyait, à partir des années 60, c'est-à-dire Villard, toute cette période socio-historique, fait qu'il y a eu une ouverture totale sur une autre manière de jouer, de monter d'autres à notre répertoire, donc il y a eu une grande lecture. Ce qui fait qu'il s'est ouvert beaucoup de théâtre, surtout en banlieue, et communiste, puisque à l'époque c'était le grand mouvement de théâtre, de la décentralisation, des banlieues et tout ça.
Donc eux ont fait appel, mais dire que tu pouvais aller les contacter, les voir. Et donc je suis rentré par cette filière-là. C'est-à-dire que je ne savais rien, j'étais menuisier en bâtiment, et que j'ai dit un jour, je veux faire acteur. On m'a dit, où tu vas, ça veut dire quoi? Et je ne savais pas lire, je ne savais rien. J'avais à peine mon certificat d'études, à l'époque, tu vois, le CEP. Donc c'était quand même le niveau assez zéro. Et puis je suis rentré dans ce métier, comme ça on m'a dit, tu sais, c'est un métier, ça s'apprend. Je vais l'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des cours d'art dramatique. J'ai pris des cours d'art dramatique. Où il faut aller? Et puis voilà, je suis rentré. Donc j'ai continué un petit peu à faire le menuisier. Et puis le soir, j'allais prendre des cours dramatiques. J'ai un professeur qui est mort maintenant, qui s'appelle Pierre Val, qui, quand il m'a vu, m'a dit, t'as aucune chance. C'est pas grave, mais moi je vois pas ce que tu veux. Bon, à l'époque, il faut dire quand même que j'avais les cheveux jusque-là, j'avais des chaînes au cou, j'étais en pantalon de d'éléphant, en chemise à jabot et en veste de cuir. C'est vrai que quand ils m'ont vu arriver, ils ont dit d'où il vient celui-là. C'est vrai. Bon. Donc quelque part, il m'a dit non, tout de suite. C'est pas possible, t'as aucune chance dans ce métier. Et je lui ai dit bon bah écoute viens. Il m'a pris comme ça un peu. Et pour moi, je veux dire, ça a été bien évident, d'où je venais, je veux dire, c'était une porte dans laquelle je me suis engouffré. Et dans un premier temps, il n'a pas très bien saisi, enfin, c'est une analyse après, avec recul. Mais quelque part, il a été tellement surpris de cette espèce de magma que j'étais, une fois que j'avais appris une scène. Il avait bien choisi, puis il avait du pif quand même. À l'époque, il m'a fait travailler Crime et Châtiment. Raskolnikov. La dernière scène, Raskolnikov qui vient avouer à sa jeune fiancée qu'il a tué la vieille. Bon, je me souviens parce qu'il y a des comédiens qui existent encore qui m'ont vu à cette époque-là passer la scène, c'était un peu incroyable. C'est-à-dire que c'était magmatique. Et à ce moment-là, ce monsieur a dit, je sais pas. Je comprends pas très bien, je sais pas ce qui se passe. Mais si tu veux, viens donner des répliques au cours à mes filles, parce qu'il y avait toujours plus de filles que de garçons dans les cours. Ça n'a pas changé. Et donc j'ai profité, tu vois, je veux dire, pendant un certain temps, tu vois, d'apprendre, de lire. Alors j'ai découvert, parce que les filles me demandaient la réplique, elles voulaient travailler la mouette, donc j'ai donné très clair, tout ça, donc j'ai lu Tchekhov, comme ça, petit à petit, quoi. Et bien évidemment, après, on m'a dit oui, mais pour bouffer, parce que je me suis pas marié, mais enfin, je vivais avec quelqu'un, j'ai eu un enfant à 19 ans, donc il fallait bien que je nourrisse, et donc après, j'ai fait tous les petits métiers possibles, inimaginables, de la figuration, à la télévision, au cinéma, et tout ça. En espérant un jour rentrer dans... J'étais recalé partout, j'étais recalé à la Rue Blanche, j'étais recalé à Strasbourg, j'étais recalé au Conservatoire. Je n'étais pas dans les canons de l'époque. Et donc j'ai appris mon métier sur le tas. C'est-à-dire que je suis rentré, j'ai commencé à faire des tout petits rôles en banlieue, et tout ça, de petits rôles en petits rôles, en petits rôles, en petits rôles. Puis après, j'ai eu la chance, au bout de 5-6 ans, de rentrer dans une troupe. Je suis rentré au TEP, Théâtre de l'Est parisien, qui était plus ou moins déjà dans Paris, une succursale, la petite succursale du TNP de Villars, enfin toi. Donc j'étais dans cette famille-là, j'ai eu cette ouverture parce qu'il y avait une vraie ouverture de gens qui disaient on veut changer, on veut changer d'acteur, on veut changer, comme ce qui se passe un peu maintenant on change aussi, on ne veut plus voir nous-mêmes, ça va vite, on passait, on nous voyait. Le problème maintenant c'est que le métier est complètement cloisonné et qu'on ne sait même plus où aller, on ne sait même plus ce qui se passe. Maintenant on a affaire aux agents, on a affaire au casting, vous savez comment ça va, et puis on ne sait pas ce qui se passe au théâtre.